Bonjour Barbara. Bonjour Elodie. Bienvenue dans Flamme et merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi. Avec plaisir. Barbara, tu as un parcours qui est passionnant et on est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous. Tu es entrepreneuse, tu as créé la marque The Blonde Cactus il y a un peu plus de 6 ans aujourd'hui. Une marque de décoration florale qui donnait une seconde vie aux objets et les associer avec des plantes et des fleurs séchées. Tout à fait. Une belle entreprise et une belle marque qui a vécu pendant 6 ans avec un fort développement, mais un projet qui s'est arrêté il y a un petit peu plus d'1 an aujourd'hui avec les fluctuations économiques. On va s'en parler aujourd'hui parce que tu considères absolument pas ce projet comme un échec et la notion d'échec, on va pas mal en parler. Ouais. Tu es aujourd'hui directrice retail d'une marque de prêt-à-porter premium et tu vas nous raconter tout ce que ton expérience de l'entrepreneuriat a pu t'apporter et t'apporte aujourd'hui. Avec plaisir et bienvenue chez moi et merci d'être venue jusqu'à moi pour parler de ces sujets si intéressants. Alors, une première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné la flamme? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, qui est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de femmes aujourd'hui et beaucoup de personnes? Écoute, moi j'ai toujours monté des small business depuis assez petite. Je crois que j'avais 12 ans, je vendais déjà des petites crêpes avec ma copine le mercredi après-midi pour aller pouvoir m'acheter des petits magazines parce que j'avais pas d'argent de poche. Ça, c'était mon premier business. Et je pense que le fait de ne pas avoir été aidée financièrement par mes parents dès très jeune, j'ai cette volonté d'indépendance et de liberté qui s'est vraiment ouverte à moi assez rapidement. Du coup, j'ai toujours bossé et je me suis toujours demandé comment je pouvais faire pour gagner un peu plus en liberté. Et toujours soutenue par mes parents. Donc en fait, j'ai toujours eu des side projects à côté de l'école, même quand j'étais, tu vois, en alternance pendant mon BTS, j'avais aussi un petit business à côté. Donc d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entrepris, si tu veux, dans ma carrière professionnelle salariée. Ouais. Il y a un moment, j'ai même monté une boîte dans les pâtisseries américaines, j'avais 24 ans. J'avais diminué mon temps de travail à l'époque pour pouvoir faire ça les mercredis et les samedis. Finalement, j'étais revenue un petit peu dessus parce que faut pas confondre une passion avec un projet. Avec une idée n'est pas un projet et on peut avoir une passion et ne pas vouloir la développer pour en faire un business. Tu vois, c'est tout à fait. C'est tout à fait OK. Et ça, c'est ce qui s'était passé pour moi lors de cette petite première expérience entrepreneuriale. Et voilà, un jour, le métier que j'exerçais dans le textile ne me portait plus, il ne me passionnait pas. Et comme moi, je suis quelqu'un de foncièrement passionné, j'avais besoin d'exprimer ma passion et ma créativité aussi assez endormie par ce travail qui avait plein d'autres aspects positifs, mais en tout cas qui ne répondait pas à ça chez moi à un moment où c'était très fort de pouvoir monter autre chose à côté et j'ai eu l'opportunité de pouvoir monter cette boîte qui au début The Blonde Cactus était une idée puis est devenue un petit projet à côté de mon travail en qualité de directrice commerciale à l'époque. Et en fait, j'ai tout lâché entièrement pour pouvoir ne me dédier qu'à ça. Parce que tu peux pas être à fond en termes de développement. Si tu as déjà un boulot à côté, c'est très difficile. Et souvent, les personnes qui entreprennent ont encore, tu vois, leur job et tâtonnent un peu, testent pour savoir si ça a vraiment marché. Tout lâcher pour pouvoir y accorder du temps. Donc moi, c'est venu de là et ça s'est fait en 2 étapes. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience de Blonde Cactus, un petit condensé des 6 ans et de ce que tu as pu vivre dans cette expérience? Bien sûr, écoute, The Blonde Cactus est né en fait avec une idée créative toute bête. On m'a offert des petites plantes, des petits cactus, tu sais, dans les pots marron moches.
Et je m'étais dit, j'ai pas envie de mettre ça chez moi, c'est pas très joli. Et en fait, ma vraie passion à la base, c'était les brocantes, collectionner des objets anciens, de la vaisselle, etc. Souvent, je reprends un peu l'exemple des gens qui collectionnent les timbres. Moi, je collectionnais de la vaisselle ancienne. Et du coup, j'ai voulu prendre des petites tasses que j'avais chez moi, des petites timbales en laiton, et j'ai planté ces petits cactus à l'intérieur pour pouvoir en faire des objets de décoration. Et en vrai, c'était très cool. Ça me détendait de faire ça, un peu de jardinage urbain, comme j'appelais ce concept à l'époque. Et j'ai des copines qui ont commencé à vouloir me passer des commandes, des trucs. Voilà, la petite histoire qui débute comme ça. Puis j'ai commencé à faire des ventes privées dans mon salon à l'époque, et ça cartonnait. Et là, je m'étais dit, ok, on va se mettre à fond. Donc, j'ai monté une boîte avec tout ce que ça comporte comme protocole et comme processus. J'ai fait rentrer des investisseurs après, un petit peu plus tard, en Friends and Family. Et puis, j'ai eu le bon marché qui est venu à moi assez rapidement dans mon installation, parce que j'ai eu une année d'auto-entrepreneur. Et là où j'avais encore mon job, tu vois. Et ensuite, j'ai eu un gap où je me suis dit, bon, vas-y, je lâche tout. C'était en 2018. Pour ne me consacrer qu'à ça. Donc là, je monte une SAS, je lève un petit peu de fonds pour lancer mon business. L'idée, c'était de développer ça à travers des pop-up stores. Donc là, le bon marché est venu me chercher. Donc c'était une très belle opportunité quand tu débutes d'avoir une marque aussi un établissement aussi prestigieux que le BM. Oui, c'est un coup d'accélérateur. Oui, honnêtement, assez impressionnant. Et du coup, là, tu dis, ok, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que j'ai bien défini mes personas, mon offre, etc. Après, ça m'a permis de monter une boutique fixe dans Paris, dans lequel j'ai fait un showroom, des bureaux et un magasin. Voilà. Après, tu as eu un événement marquant, tu as eu le Covid. Quand même. Et finalement, moi, le Covid m'a permis, de pivoter de modèle. Et on était en surstockage. Ok, les fleurs séchées, c'est séché. Mais il y a quand même un moment, quand tu as beaucoup de marchandises, c'est aussi bien de trouver une nouvelle voie de distribution. Et les plantes, c'est pareil, même si elles sont, autosuffisantes, il faut bien à un moment écouler tes stocks. Donc je me suis dit, je vais faire une grande braderie florale. Pendant le Covid, parce que, pendant le Covid, pas les 3 premiers mois où on était tous enfermés chez nous, mais tu sais, à la sortie du Covid, on avait des restrictions sanitaires, mais pas pour tous les typologies de commerçants. Et moi, comme j'étais catégorisée fleuriste, vente de fleurs, de plantes, etc., j'avais le droit de faire des choses. Donc j'ai fait un gros événement pendant le Covid, c'était la sortie du Covid au mois de juin, qui a cartonné. Donc grande vente de plantes et de fleurs. On avait monté une recyclerie où tu pouvais ramener tes objets anciens, on te donnait des bons d'achat. Donc il y a toute une espèce de petit concept qui a commencé à naître dans ma tête où je me suis dit, tiens, en fait, cette braderie, est-ce que ça pourrait pas devenir un nouveau business model et différenciant en plus de ce que font mes concurrents, etc. Donner des rendez-vous à tes clientes avec des thématiques, un rythme, une énergie, c'était hyper cool. Et puis ça a commencé à exploser. À la fin, des espèces de gros stuff, je prenais des DJ, on avait des super partenariats food, on avait Emmaüs qui était partenaire aussi des événements, et puis c'était quand c'était des petits events, c'était 150-200 mètres carrés, et puis après ça montait jusqu'à 500 mètres carrés, tu vois, donc des événements quand même assez costauds. Donc j'avais l'impression d'avoir un peu trouvé mon nouveau modèle de distribution et en fait à un moment je me suis dit comment je développe, comment je passe à l'échelle. Donc j'avais envie de trouver des investisseurs, lever des fonds, etc. Puis je me suis heurtée aux difficultés de l'événementiel, ça aussi c'est très dur. Il faut quand même te dire que quand tu fais 500 mètres carrés de pop-up, il faut les monter en une nuit. Et puis moi, mes marchés aux fleurs, c'était quand même... c'était joli. Il fallait y mettre de l'esthétisme, du sens dans l'expérience client, etc. Donc, c'était pas rien. Donc, ça aussi, c'est d'être face à une sorte d'adversité quand même. Parce que t'as que 24 heures dans une journée pour installer. Ça, c'est factuel, quoi. Donc après tu dis est-ce que je repense pas mon modèle, etc. Tu commences à le pitcher à des investisseurs qui comprennent pas trop.
Et puis voilà, donc tu as d'autres difficultés qui viennent à toi, tu essayes de trouver des solutions pour y répondre. Et en fait, il y a un moment, la fleur séchée, la vague d'Urban Jungle avec les plantes grasses, les cactus, tu sais, les terrariums aussi, ça a été beaucoup la trend à un moment. Tout ça, ça a commencé à s'essouffler. Et mon business a commencé à battre un petit peu de l'aile. Et il a fallu que j'essaye de trouver aussi des solutions pour me renouveler, avec pas mal de développement en B2B, donc service aux entreprises. Donc tu vois, j'ai essayé vraiment à chaque fois que j'ai fait face à une difficulté de trouver en fait des solutions. Et puis à un moment, il faut être quand même face à une certaine réalité. Au bout de ces 6 belles années, tu trouves des solutions, et puis à un moment, t'as plus de cash et tu trouves pas les fonds nécessaires. Et tu te retrouves à devoir prendre une décision. Est-ce que je ferme? Est-ce que je revends? Est-ce que je continue de chercher des fonds? Mais en même temps, j'ai plus de trésor pour continuer mon business, tu vois. Donc c'est quand même prenant en termes d'énergie et de responsabilité en tant que chef d'entreprise, de devoir trouver des options, tu vois. Voilà, donc ça, c'était la vie de la boîte. Pendant 6 ans. 6 ans hyper concentrés. Oui, j'ai essayé de... voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais j'ai essayé de faire au plus clair. Et là, ces 6 ans, si tu avais des personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat ou n'importe qui en face de toi, qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil ou peut-être qu'est-ce que tu aimerais leur dire justement aux gens qui veulent se lancer que tout est possible à partir du moment où on y met son cœur, son énergie sans relâche. Je pense que la persévérance, tu vois, elle est clé. Je pense qu'il ne faut pas se donner de limites quand on est entrepreneur. Pour moi, c'est un des secrets de la réussite. Tu vois, il faut plonger au cœur de ton projet et lui allouer ton temps, encore une fois, ton énergie. Et pour moi, tout est réalisable. Et ça, la peur, ça je sais que c'est un sujet sur lequel tu as pas mal de choses à dire. Ouais. C'est la peur de se lancer, la peur de continuer. Toi, comment est-ce que tu vis ça? Comment tu l'as vécu? C'est un peu ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu vraiment peur, si tu veux, de lancer mon business. Je me suis jamais dit ça va pas marcher. Donc ça, c'est ce qui m'a permis, tu vois, de vraiment développer assez vite et fort. Et tu sais, l'entrepreneur, il est un peu bullish, hein. Il va tout le temps pitcher que son projet c'est le meilleur, que c'est la meilleure des solutions, etc. Et je pense que c'est nécessaire si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté pour réussir. Après, parfois, quand tu as un potentiel échec qui peut arriver vers toi, pour n'importe quel sujet au cours de la vie de ta boîte, des problèmes de trésor, des problèmes de, j'en sais rien, tu vois, de staff. Moi, ça m'est arrivé un jour d'avoir communiqué sur un événement et d'avoir vendu des billets pour un event. Et en fait, le lieu a pris feu. Et j'ai dû changer de lieu. Le truc faisait 400 mètres carrés. Le cauchemar. C'était un cauchemar. À une semaine de l'événement, on m'a dit, voilà, ce sera pas là, mais t'as déjà vendu tes billets, tes trucs. Enfin, il faut retrouver un lieu qui soit disponible. C'était en pleine Fashion Week. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Là, tu es face à un vrai problème. Tu te dis, ouais, j'ai peur parce que c'est mon chiffre d'affaires pour les 3 mois à venir, etc. Donc, quelle solution je vais trouver? Et en fait, à chaque fois, je pense que tu vois, c'est une question de mental, de mindset. C'est comment tu vas te conditionner pour voir le fait que c'est un problème que tu peux surmonter. Il y a des solutions, tu dois ta capacité à voir le jour, la lumière au bout du tunnel et dans l'adversité, c'est ça qui va faire que ton problème il va être résolu en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et qui en fait n'est pas du tout propre que à l'entrepreneuriat. Enfin, justement, ce que tu racontes, en fait, la résilience et ce mindset, les gens peuvent l'appliquer dans tous les aspects de leur vie, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, dans ta vie perso. Bien sûr. Tu as tout un tas de problématiques qui peuvent venir à toi. Et je pense que, tu sais quoi, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Des gens qui sont malades, qui ont leurs enfants malades, des vrais problèmes. Tout à l'heure, on disait, t'as des personnes, des médecins, des chirurgiens, etc.,
eux, ils ont des vrais problèmes. Toi, tes problèmes, c'est de la gnognotte, tu vois. Et il faut pas voir ça comme un obstacle, peu importe que effectivement tu sois entrepreneur ou salarié. Moi, dans ma nouvelle vie de salarié, j'ai des problématiques, tu vois, ça peut être des problématiques qui s'offrent à toi au niveau de tes équipes. En fait, que tu manages des équipes dans le cadre de ta boîte ou dans le cadre de la boîte, une boîte qui ne t'appartient pas, c'est exactement la même chose. Bon, après, tu as un recul qui fait que quand tu es entrepreneur, moi je me souviens, une fois, j'avais pas... je voulais embaucher une nana en CDI et à qui j'avais plus ou moins fait une promesse. Et en fait, mon comptable m'a dit ma cocotte, ce ne sera pas pour maintenant, tu vois. Donc là, j'ai été face, si tu veux, à une problématique de... Je ne peux pas me regarder dans le miroir. Tu sais, c'était très fort pour moi de me dire, attends, pour le coup, c'est ma responsabilité, c'est moi qui me suis engagée. Cette fille, je lui ai fait un CDD, je lui ai promis un CDI. En fait, financièrement, on est trop juste et je ne pourrais pas le faire. Mais je me suis engagée. Ça me pose un vrai problème parce que c'est ma parole, tu vois, et on parlait d'être juste dans la vie. Et c'est sûr que quand c'est ta boîte ou quand c'est pas le cas, l'approche, elle est pas tout à fait la même parce que tu peux te dire, demain, j'ai mon boss qui me cut des budgets, qui gèle des budgets, c'est pas ma faute. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, puisque tu l'as abordé, être juste... Ça veut dire quoi dans l'entrepreneuriat ? Je sais que c'est une notion qui t'est hyper importante pour toi. Ça veut dire quoi être juste dans l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, dans sa vie de tous les jours C'est la justesse, la justice et cette notion d'équilibre dans tes choix et dans tes décisions et de faire en sorte que la personne en face de toi, elle se sente pas... mal ou mise à mal parce que tu vas lui dire. Parce qu'en fait, tu auras eu le recul nécessaire pour que chacun se dise c'est la bonne décision. C'est dur, moi souvent on me dit que je suis dure ou je suis exigeante, mais par contre qu'il n'y a pas d'injustice dans ce que je dis. C'est juste quelque chose qui est c'est factuel parce que je vais donner les bons arguments, etc. Mais je vais toujours essayer que ce soit bienveillant, tu vois. Et qu'au final, une fois que ma décision elle est passée, elle a été exposée, etc., je vais me dire c'était le bon move, oui c'était la bonne décision, j'ai fait les choses avec lesquelles je suis alignée. Et je vais pouvoir me regarder dans un miroir et me dire c'était le bon chemin en fait. Peu importe le sujet, quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal avec cette notion d'échec en France. Il y a plein de gens qui ne se lancent pas par peur de l'échec. C'est un truc qui obsède les gens et avec lequel on a beaucoup de mal culturellement. Pourquoi, à ton avis Parce qu'on est dans une société, je pense, qui ne laisse pas de place en fait à l'échec. Parce qu'on aime les success stories, on aime et on a érigé une société dans laquelle, tu vois, je sais pas, même si on parle d'études, de concours, tu as toujours cette notion de classement, être le meilleur, être le major de promo, etc. C'est la course à la réussite en permanence. Tu as une définition du succès qui est hyper enfermée dans quelque chose qui n'est pas toujours sain, dans lequel tu dois trouver ta place, alors qu'on t'oblige en fait à rentrer dans un moule. Moi, je me souviens à l'école, quand il fallait décider de ce qu'on allait faire post-bac, j'étais la seule à être très à l'aise avec le fait que je voulais faire un BTS en alternance, alors qu'en plus à l'époque, je te raconte pas, c'était pas du tout quelque chose qui était valorisé. Aujourd'hui, l'alternance, c'est valorisé. Il y a 20 ans, mon Dieu, il y a 20 ans. C'était pas le cas du tout, mais moi j'étais hyper à l'aise avec ça. Je me souviens avoir eu pas mal de disputes avec mon père notamment. Mais c'est quoi ces études ? C'est pas assez bien, machin, etc. Je disais, en fait, si, c'est très bien pour moi et je m'en sortirais très bien comme ça. Il y avait aussi la volonté de vouloir bosser vite, d'être indépendante financièrement, etc. Et je me sens que pour le coup, mes camarades, et surtout les filles, autant pour les garçons c'était assez normal, mais pour les filles, t'avais une sorte de
en tout cas avec les filles que je fréquentais, un peu la niaque de se dire je vais faire la meilleure école de com, la meilleure école de commerce, je vais bosser mes concours comme une tarée pour arriver à être la meilleure, etc. Et moi aussi, si tu veux, j'ai un peu ça. Bien sûr, j'ai de l'ego, bien sûr, j'ai envie d'être la meilleure, mais la meilleure dans ce que je fais, à ma place, en fait, tu vois. J'ai très vite voulu bosser et très rapidement, j'ai fait du retail. Donc depuis très jeune, j'ai une grande passion pour le prêt-à-porter, le luxe, etc. J'y ai fait toute ma carrière. Mais il fallait que je sois la meilleure dans ce que j'allais entreprendre. En fait, tu peux même entreprendre dans ta vie salariale. On appelle ça beaucoup de l'intrapreneuriat. Et c'est vrai qu'assez jeune, on me disait que j'étais très investie, etc. Mais parce que je suis entière et j'avais choisi de me positionner comme ça. Donc, au final, j'ai l'impression que, tu vois, même si j'ai fait le choix de choisir ma propre voie, d'être fière, de dire, bah, moi, ma place, c'est celle-ci et elle est comme elle, enfin, elle me plaît à moi, donc bah, c'est tout ce qui compte. Ouais. T'as quand même la culture de la réussite qui revient. C'est-à-dire que j'avais quand même envie d'être la meilleure dans ce que je faisais, pour m'élever, tu vois, toujours plus haut. Donc en fait, tu vas t'as envie de t'en détacher, mais en même temps, ça te rattrape toujours un petit peu. Mais en tout cas, pour les gens qui n'ont pas forcément cette force de caractère jeune, bah, tu le vois bien, tous les étudiants qui arrêtent ou qui changent de cursus, etc., parce qu'ils ne trouvent pas leur voie et parce qu'on les a obligés, qu'ils n'avaient pas le choix, etc. Ouais, l'échec peut paralyser. Mais bien sûr. Et ça t'empêche même après de te dire... je sais pas, en fait, j'ai pas envie de faire du droit, j'ai envie de faire du théâtre, etc. Et peut-être que, en fait, finalement, je vais pas être bon là-dedans parce que toute ma vie, on m'a répété que je serais pas assez bon, etc. Tu vois, et en fait, c'est dommageable parce qu'en fait, je pense que psychologiquement, c'est difficilement rattrapable. Moi, mes parents, ils m'ont toujours soutenue, tu vois, toujours. Ouais. Ils m'ont toujours dit, alors, bon, à part mon père, à ce moment-là, des études, etc. Mais après, il m'a très, très rapidement soutenue parce que j'avais décidé que c'était mes choix. Et ça, c'est une grande chance, je pense. Et des gens qui peuvent vivre une situation un peu similaire, peut-être qu'ils sont en train de fermer leur boîte, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour les rassurer ? Fermer sa boîte n'est pas une finalité en soi. Tu as une vie après, la Terre ne s'arrête pas de tourner. Donc encore une fois, j'insiste un peu sur le côté positif et tirer des enseignements en fait, de cet apprentissage. Pouvoir faire un bilan de compétences qui soit un peu fait maison avec comment tu retraces ton parcours intégral pour aller puiser tes meilleurs assets, tes meilleures compétences, etc. Que ce soit savoir-être, savoir-faire. Et une fois que tu as ça, où tu as envie de travailler aussi, moi c'est des questions que je me suis posées. Vers quel type d'organisation j'ai envie de me tourner, quel secteur, etc., quelle taille de boîte. Et une fois, je pense que tu t'es dit tout ça, dans tes recherches, tu es quand même beaucoup plus focus et c'est quand même beaucoup plus rassurant de savoir où tu vas, un petit peu comme un guide. Et parallèlement à ça, se dire que tout ce que tu auras appris justement dans ton parcours entrepreneurial te servira forcément pour la suite de ton parcours salarial. Ça te permet, tu vois, quand tu as été entrepreneur, tes problèmes solvers, donc ta capacité à résoudre en fait des problématiques, à apporter des solutions, à être très agile. Ça aussi, c'est un trait de caractère chez l'entrepreneur qui est quand même, un des 3 traits de caractère principaux chez un entrepreneur. C'est ta capacité, tu vois, à aller vite et à être agile, et à comprendre et à screener très rapidement ce qu'on te demande et ta capacité d'exécution. Moi, j'ai pu le voir même dans les entretiens que j'ai passés, etc., après avoir fermé. C'est des choses qui sont très appréciées. Donc, il ne faut pas se dire qu'on ne retrouvera pas de travail. En fait, ça a une valeur. Tu vois, le mot de la fin, c'est un peu ça, en fait. C'est de se dire ce que j'ai construit, ça a une valeur. Et pour le valoriser, il faut le caractériser. Il faut le dire, il faut l'écrire aussi, pour que tu puisses en fait voir plus facilement tout ce que ça t'a apporté. Et je le vois auprès de personnes qui viennent me solliciter, me voir pour me parler justement de la potentielle fermeture de leur boîte, qui se posent beaucoup de questions. Parce que vous n'êtes pas seul, vous posez beaucoup de questions.
C'est qu'est-ce que je vais faire après, mais en fait je sais tout faire mais je sais rien faire. Donc là tu as le fameux syndrome de l'imposteur qui revient en fait sans cesse sur je sais faire du marketing digital mais en fait je sais pas faire, je fais de l'ADA mais en fait je sais pas faire. Mais c'est pas vrai, tu vois. Donc parmi tout ça, bien évidemment, tu es une sorte de couteau suisse. L'entrepreneur, c'est un couteau suisse. Mais tu as forcément, dans tout ce que tu as développé, des qualités qui sont plus fortes que d'autres. Et c'est pour ça que je redis, il faut faire ce petit exercice, ou même à l'aide d'un coach, tu vois, c'est important de pouvoir faire ça, ou avec quelqu'un de confiance qu'on connaît si on n'a pas forcément les moyens. Tu vois, quand tu viens de fermer ta boîte, tu n'as pas forcément les moyens de te payer un coach, etc. Mais tu as plein de solutions, même via le Pôle emploi, etc. aujourd'hui, qui peuvent te permettre d'accéder à ce type de ressources et qui te permet d'y voir plus clair, pour savoir où tu as envie d'aller derrière. Mais en tout cas, ton expérience entrepreneuriale, pour moi, elle a une valeur folle. Est-ce qu'il y a un dernier message, Barbara, que tu aimerais transmettre, que ce soit aux gens qui aujourd'hui sont entrepreneurs et se posent la question d'arrêter, que ce soit des gens qui ont envie de se lancer? C'est quoi le message que tu aimerais faire passer J'ai envie de dire aux gens que l'authenticité, en fait, c'est la base de tout. Ça te permet d'être aligné avec toi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver, je trouve, chez les... Enfin, tu vois, que ce soit chez les entrepreneurs qui ont envie de débuter ou même d'autres personnes avec qui je peux échanger. Mais être authentique, ça te permet une forme de liberté et d'indépendance. Et l'authenticité, c'est aussi se détourner du regard des autres et de faire en sorte de vivre pour soi. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça change tout dans une vie, de faire les choses pour soi et pas pour les autres. Et ça te permet de trouver ta place beaucoup plus rapidement et ta posture aussi, beaucoup plus facilement. Et de justifier tes choix de vie quand tu dois les justifier, même face à toi-même. Voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer, surtout pour les femmes. Merci Barbara pour cette conversation qui était hyper intéressante. On a évoqué plein de notions dont on n'a pas l'habitude de parler. Pas assez, ouais. Ouais, l'échec et surtout le fait que en fait, rien n'est figé aujourd'hui dans le monde du travail, dans les mondes qu'on a. Ce qui est hyper encourageant en fait pour les autres générations et pour les nouvelles personnes à venir. Merci Elodie de m'avoir reçue et d'avoir parlé de ces sujets.